Ok, donc là c'est Antoine qui fait ça. Oui. Ensuite c'est toi ici. Oui. Donc en fait c'est moi qui vais filmer. Ouais. Et après c'est toi ici. Ou alors on fait l'inverse. On fait toi d'abord, puis Antoine, puis re-toi. Après en tous les cas c'est moi qui vais filmer. Donc Paraît mieux de faire. Enfin, ouais. Je pense que c'est mieux ça. Ouais. Puis ici. Et puis là c'est. Antoine? Tu vas où? Bah, je rentre à ma maison. Parce que c'est la débauche, c'est fini. Bah non, c'est. Ouais, en fait là on fait la vidéo du vendredi quoi. Ça a repris, tu sais. Oh, Antoine. Antoine revient. Antoine. 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 Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Salut Alice. Salut. Salut Alex. Salut. Et bah salut à vous, enfin on vous retrouve après ces quelques semaines sans vidéo du vendredi, donc cette petite vidéo qu'on va sortir chaque semaine. On vous présente les nouveautés de la semaine, à part que là, on vous a pas fait de vidéo pendant Noël, donc ça va être un peu une vidéo rattrapage aussi. Il y a quand même 2-3 petites sorties, mais vous allez voir qu'il y a pas mal de rattrapage des jeux dont on n'avait pas pu vous parler parce que la vidéo du vendredi, ça prend beaucoup de temps et d'énergie à tourner, à monter. D'ailleurs, Simon du Passe-Temps, dans leur dernier C'est Dispo, il en parle un petit peu, il en parle très bien, donc je vous invite à aller visionner cette vidéo. Et vous allez voir, il en parle très bien. Après, il chante et tout, bref, mais ça c'est Simon. Et cette année, il va encore y avoir plein de belles choses, mais on commence à voir un petit peu des jeux. On a vu quelques trucs cool, notamment, hop là, j'en profite, je passe des jeux comme ça, hop là, il y a Yellow qui va distribuer ça. Bravo Yellow, parce que ça c'est trop bien ça. Ça c'est Mindbug, c'est l'un des prochains jeux, j'allais dire le prochain jeu, on va dire l'un des prochains jeux de Richard Garfield, le papa de Magic, qui sort souvent des petits trucs bien sympas. Et ça, c'est une tuerie, c'est un jeu de duel ultra minimaliste, on peut voler des cartes de l'adversaire pour lui renvoyer dessus. Et c'est une tuerie, et moi ça fait 6 mois que je suis accro à ça. Bref, il me tarde de vous le proposer en boutique. Et puis après, il y a Cannes quoi. Cannes, c'est fin février. Autant dire que c'est... Pour nous, dans nos temporalités, c'est après-demain, en gros. Hein. Et on va réitérer, puisqu'on y va en équipe à nouveau, comme l'an dernier. Ouais. Donc peut-être qu'on vous croisera là-bas. Vous, les joueurs, les éditeurs, les illustrateurs, les distributeurs, et IS. Tout à fait, les auteurs, bien sûr. On va voir plein de choses. Et puis, là, on commence, parce que c'est la période, à faire nos théories. Quel jeu sera nommé? Quel jeu sera l'as d'or de telle catégorie, telle catégorie? On s'est dit... On va un petit peu gamifier le truc, enfin, on va rendre la chose participative. Et du coup, on a fait un petit lien, donc là en description, où vous pouvez mettre vos propres pronos, vos propres théories sur les as d'or. Et puis qui sait, peut-être que vous allez faire un carton plein. Puis on est toujours tenté de dire, est-ce que je mets des jeux auxquels je crois vraiment qui vont être nommés gagnants, ou est-ce que je mets les jeux que j'aimerais bien voir? Faites-vous plaisir, faites un mix. Voilà, normalement je vais essayer de mettre un petit QR code aussi, si vous avez votre téléphone, clac, vous avez pu le dégainer et faire le petit Google Form. Enfin voilà. C'est une intro de vidéo complètement éparse. Oui, il y a aussi un focus. Il y a un focus. Ah ouais, mais alors c'était un focus sur les bons comptes font les bons ennemis, un prochain micro-game. Cool, que vous avez tourné pendant que je mangeais, donc je passais à côté un petit peu. Mais ceci dit, j'ai joué au jeu et il est franchement très sympa. Ouais. Construction de tableau de cartes un peu chaotique où le jeu va être un petit peu contre vous quand même. Ok, on va passer à la présentation des jeux de la semaine et je vais passer la main à Alex. Bonjour, bonsoir, bonne joueuse, bonne année. Oh oui, c'est vrai, oui. Bonne année. Ah, il est trop content parce que je ne l'ai pas dit. Yes, on se retrouve pour des explications comme l'a dit Antoine. Pas forcément de nouveautés, puisque là je vais vous parler de Super Méga Lucky Box. On avait fait un focus. Oui, on avait fait. Alors oui, c'est vrai qu'on en avait parlé, c'est Antoine qui l'avait expliqué dans un focus. Un jeu complètement foufou, un jeu très efficace qui a beaucoup marché à Noël, ça ne m'étonne pas. C'est un jeu, je n'ai plus le nom de l'auteur, si, Phil Walker Harding, je me souviens c'était un nom connu, je me suis dit mais c'est bizarre, on l'a déjà vu. On l'avait déjà vu notamment sur un jeu aussi à cocher comme ça chez Oya, dont j'ai perdu le nom, qui était sympa, mais celui-ci va avoir une thématique un peu plus fun, un peu plus skijo d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. C'est chez les Cocktail Games, c'est pour 1 à 6 joueurs, c'est à partir de 8 ans, c'est pour 20 minutes les parties, c'est extrêmement fun. En quoi ça consiste? En fait, le but, ça va être de, évidemment, marquer le plus de points de victoire. Comment on marque des points de victoire? Entre autres, en essayant de remplir des grilles. Les grilles, en fait, on va les remplir grâce à des numéros qu'on va piocher. Donc, en fait, il y aura en tout 4 manches. À chaque manche, on va sortir
9 numéros, qui sont des numéros comme ceci, voilà. C'est pas vraiment des numéros, ce sont des super méga lucky numéros, très importants. À chaque tour, ce qui va se passer du coup, c'est qu'on va tirer un numéro et simultanément, chacun des joueurs va pouvoir cocher le numéro indiqué sur l'une de ces grilles. Alors moi j'ai pioché le 1, je peux du coup cocher celui-ci ou celui-ci. Mettons, je vais cocher celui-ci. Au fur et à mesure, du coup, on va révéler des cartes, le 9, bon bah, je vais cocher le 9, etc. Au fur et à mesure, on risque de cocher des grilles, de cocher différents numéros. Et quand je pourrai, cocher entièrement une ligne, je vais gagner le bonus ici associé. Pour les joueurs de Tréfuté, ça va leur parler. Pourquoi? Parce que quand j'obtiens un bonus ici, ça peut être un numéro, qui du coup me permet de cocher un 6 dans une autre case. Donc vous voyez ici, j'ai un nouveau numéro, je peux cocher ce 6 ici. En admettant que j'avais déjà coché le 5 et le 4, j'obtiens ce bonus-là, qui est de cocher n'importe quel numéro d'une autre grille, etc. Vous voyez un petit peu les combos. Ce qui est très malin, c'est que quand j'aurai complété entièrement une grille, en fonction si c'est la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième manche, évidemment, je marque plus de points si j'ai complété une grille à la première manche qu'à la dernière. Les petits twists, c'est que en plus des numéros, on peut gagner des bonus comme les lunes. Les lunes, c'est important, pourquoi? Parce que le joueur qui en a le moins à la fin de la partie perd 6 points. Celui qui en a le plus, par contre, gagne 6 points. Ici, vous avez des petits éclairs. Les petits éclairs, quand je les gagne, je les mets comme ça en petits jetons devant moi. Et en fait, ça permet de faire plus 1, moins 1 sur une valeur qui ne m'intéresserait pas. Et je peux dépenser autant d'éclairs que je veux, sachant qu'on peut boucler. Le 9 peut devenir un 1 et le 1 peut devenir un 9. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Vous avez une petite fiche ici qui récapitule le score. J'ai pas parlé des petites étoiles rouges qu'on peut débloquer exactement à ce niveau-là. En fait, on va les débloquer. Quand j'en débloque une, j'ai 1 point. Quand je débloque 2, j'ai 4 points. Quand je débloque 3, j'ai 9 points. Celui qui totalise le score le plus haut gagne la partie. Voilà, c'est extrêmement simple, c'est très addictif. Il y a ce petit côté skijo, il y a ce petit côté très futé, il y a ce petit côté bingo, donc ça plaît à énormément de personnes. Voilà. Il faut se dire que là, le stylo écrit pas très bien parce que ça fait littéralement un mois qu'il est en démo et qu'il est utilisé sur YouTube. Oui, et que les clients le laissent sécher pendant 8 heures avant qu'on s'en rende compte. Vous savez, ce petit clic qu'il faut entendre quand on rebouchonne un stylo et qu'on vous apprend à faire ça dès la maternelle. Mais bon. Donc celui-ci a subi un mois de mauvais traitement. Mais sinon, il marche super bien. Ouais, franchement, ils tiennent bien. Ouais. Voilà. Oui, franchement, oui, non, c'est de la bonne qualité. De toute façon, Cocktail Game fait souvent des jeux comme ça, très qualitatifs. Oui. En tout cas, en termes de matos, ça peut être très très qualitatif. Je réfléchis, ouais, je vais enchaîner parce que là, on change complètement de style. Ah oui. Là, on part, je vais plutôt m'adresser à des gros joueurs. Donc, quand je dis gros joueurs, c'est des joueurs plutôt experts, plutôt avertis. Parce que là, on part en Inde avec East India Companies de chez Atalia. C'est fait par Pascal Ribot qui est bordelais en fait. Pascal Ribot, pardon, je veux bien R, qui est bordelais et qui nous a donné il n'y a pas très longtemps Virtu. Pour ceux qui connaissent Virtu, voilà, c'est celui-ci de chez Super Meeple. Pareil, un jeu plutôt destiné à des joueurs plutôt avertis. Dans East India Companies, pardon, je ne l'ai pas dit aussi, mais c'est illustré par Guillaume Tavernier. Et ici, alors, on a un dotbot quand même assez joli en termes de matériel, c'est assez visuellement parlant, si ce n'est qu'ils vous ont résumé le jeu assez brièvement, ce qui est plutôt bon signe, mais ce qui ne met pas trop en avant toutes les mécaniques subtiles du jeu. Le but du jeu ici, ça va être d'être le plus riche. Pour gagner de l'argent, ça va être entre autres d'acheter, donc d'aller récupérer des ressources, différentes épices de plein de types différents et de les vendre, donc de prendre depuis les Indes et puis de les ramener à Londres pour les vendre au plus offrant. Donc il y aura un système comme ça de marché, d'offres et de demandes à bien anticiper pour gagner le plus d'argent possible. Et notamment, vous aurez la possibilité d'acheter des titres. Les titres qui appartiendront à certains joueurs, qui vont augmenter au fur et à mesure de la partie ou baisser. Donc à vous de miser sur les titres qui rapportent le plus de points de victoire. Vous avez un jeu qui va durer 5 manches, qui sont récapitulées ici, avec les petites étoiles ici et le petit marqueur. Au bout des 5 manches, celui qui a le plus de points de victoire gagne la partie. Chaque manche sera décomposée en 6 phases A, B, C, D, E, donc c'est extrêmement clair. La première phase va consister à tout simplement placer ses ouvriers, ce qu'on appelle la phase d'agent, la phase A. Et en fait, chaque joueur peut placer des ouvriers sur des emplacements qui sont visibles grâce à 5 personnages, alors un négociant, un capitaine, un investisseur, enfin il y a plein de rôles différents, plein de zones. Je ne vais pas m'attarder trop sur le détail des zones, vous allez juste y placer vos ouvriers. Ce qu'on va surtout retenir, ce qui est très malin, c'est que quand je me place ici, mes pions ne pourront se déplacer plus tard que sur des personnages adjacents à ce même personnage. Donc l'investisseur, si je me place ici, je pourrais aller que voir le capitaine en dessous, ou alors le négociant en dessus, mais je ne pourrais pas aller voir les deux autres ici. Donc il faut bien connaître l'intérêt de chacun des personnages pour essayer d'optimiser votre cycle un petit peu de meeple. Ce qui est intéressant, c'est que ces meeples-là, du coup, ils ne vont jamais revenir, vous les aurez placés une première fois, et une fois qu'on aura tous placé nos meeples, ils vont remonter en haut, et ils indiqueront du coup aux joueurs qui les possèdent où est-ce qu'ils pourront aller plus tard.
Vous avez ensuite une deuxième phase qui est une phase de bourse. Donc là, c'est pour acheter des titres et vous verrez que c'est un coût dépendant de l'intérêt du titre qui va grossir au fur et à mesure de la partie. Vous allez ensuite avoir une troisième phase qui consiste à naviguer. Donc en fait, vous avez des bateaux, vous avez un port et des entrepôts, vous allez pouvoir agrandir, acheter de nouveaux bateaux. Bref, je ne vais pas trop m'étendre parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire dessus. Les bateaux ont des vitesses différentes et des quantités d'épices à pouvoir transporter différentes. Donc il faut faire... Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je m'égare. Les bateaux, vous allez les disposer en différents endroits de l'Inde pour récupérer différentes épices. Ça, c'est la phase qui vient juste après. On va pouvoir charger en épices. Et vous avez justement 2 plateaux ici pour le chargement d'épices que vous allez ensuite vendre sur ce plateau-là de Londres. Et donc ici, on a un système de dés et de cartes qui vont générer des ressources pour ensuite, quand vous les aurez récupérées, essayer de les vendre au plus offrant parce qu'ici, ce n'est pas des ressources qui vont être générées, mais qui vont disparaître, qui vont être consommées par les Londoniens. Pardon. Donc du coup, une fois qu'ils auront consommé, forcément, il y aura un attrait pour des ressources particulières. Donc il va falloir essayer d'anticiper la rentabilité de votre ressource par rapport à la rareté de celle-ci. Donc vous allez récupérer des ressources, les vendre à Londres. L'intérêt de faire ça, c'est que le joueur qui aura le plus vendu à Londres va du coup se voir augmenter un titre de sa couleur de manière plus conséquente que celui qui a vendu moins. Celui qui a vendu moins va du coup perdre ses valeurs de titres. Et donc du coup, il faut essayer d'acheter des titres qui valent le plus de points. Sauf que plus vous allez avancer dans la partie, plus ces titres-là qui vaudront de l'argent coûteront beaucoup plus cher. Donc il y a un peu ce côté où au début, il faut acheter des titres qui rapporteront plus tard le plus d'argent. Je pense que j'en ai dit le plus gros. Ouais, parce que la dernière phase de négoce, c'est ça, c'est le principe de voir en fait ce qui va être rentabilisé par les titres et ce qui va être perdu par ceux qui ont le moins bien vendu. Mais donc là, vous voyez, vous êtes sur un jeu où il y a quand même pas mal de mécaniques entre la gestion de offre et demande, gestion de bateau par rapport à la vitesse qui est liée à l'initiative et au transport qui va être rentable si vous avez à stocker beaucoup et à vendre beaucoup, c'est plus intéressant. Et en plus de ça, un système un peu de mise d'enchères, de possibilité d'augmenter ces titres pour apporter le plus de points de victoire. J'espère que j'ai été assez clair, que j'ai fait honneur un petit peu à ce jeu, que finalement je pense qu'il peut s'installer assez rapidement dans la boutique parce qu'il a beaucoup de mécaniques qu'on retrouve dans plein de jeux mais qui imbriqués ensemble peuvent donner un petit côté très sympa dans les jeux un petit peu plus experts. Voilà, je pense que c'est Antoine qui va prendre la suite maintenant. Bonjour et bonne année. Parce que comme Alex n'a pas pensé à vous le dire, moi je vous le souhaite, bonne année quand même, c'est important. Bon, on va continuer dans les jeux experts. Vous l'avez compris, avec la nouvelle mise en place de la boutique, si vous avez suivi juste avant Noël, on a fait une nouvelle mise en place. On commence par les petits jeux, ambiance familiale, les petits formats. Après on vous fait du expert, après on repart sur du familial. C'est bien, ça fait respirer un peu. Bon, et puis du coup, on enchaîne le expert comme d'habitude avec Le Secret des Mon Père par Renegades et Ori Games, un jeu créé par TCPT3. Et alors, comme tous les jeux experts, on nous dit que c'est à partir de 14 ans et plus. C'est un âge indicatif. Si vous avez 13 ans et 10 mois, vous pouvez y jouer normalement, il n'y a pas de problème. Tout va bien se passer. Il suffit d'en avoir envie. Et si vous en avez envie, les règles, ça va bien se passer. On est sur un jeu de poste d'ouvrier. J'ai tourné le dos de la boîte parce que tradition oblige et que j'ai des choses un peu plus intéressantes à vous montrer que sur la couverture. Mais bon, malheureusement, on ne voit pas trop le matériel. Ce qui est dommage parce que le matériel est absolument magnifique. Mais je reviens dessus juste après. C'est un jeu pour 2 à 4 personnes. Et je vois qu'au dos de la boîte, ils mettent 180 minutes. Suivant que vous jouez à 2 ou à 4 et suivant avec qui vous jouez, on est d'accord que ça va être un temps à rallonge ou pas. Ça peut être plié en 2 heures si vous êtes efficace. Ça peut durer 4 heures. C'est un jeu qui est vraiment tourné autour de sa thématique. En gros, ça nous raconte une histoire. Notre père, pour le coup, est décédé. Et on hérite d'un grand domaine, d'un grand manoir. On est bien content. Et en fait, on découvre qu'il menait des expériences scientifiques un petit peu cheloues. À la Frankenstein, va-t-on dire. Et on est dans l'époque un petit peu victorienne, en gros, l'époque Frankenstein, un petit peu aussi. On est dans cette période. À la louche, il n'y a pas de date marquée. Je dis ce que je veux. Si à l'intérieur, ça se trouve, il y a marqué une date. Et je me plante. Mais bref, vous avez situé l'époque à peu près. C'était l'époque où, quand on faisait des expériences un peu cheloues, il y avait des gens avec des fourches et des petits bras zéros qui nous couraient après. On va le retrouver un petit peu. Donc, vous découvrez qu'il faisait des expériences et vous dites je vais continuer son œuvre, je vais la porter à son terme. À part qu'en fait dans votre vie vous n'y arriverez pas. Vous allez faire tout un tas d'expériences, vous allez débloquer tout un tas de technologies, vous allez faire évoluer votre domaine et vous allez jouer 3 générations en fait. Parce que vous avez passé le flambeau un petit peu de père en fils, de mère en fille. Dans ce jeu, que va-t-on faire? On va faire de la pose d'ouvrier. Donc on a un livre-jeu, c'est comme un livre-jeu, un peu comme les jeux du genre Familiar Tales, comment ça s'appelait aussi, Histoire de peluche. Histoire de peluche, c'est celui-là que je cherchais. Vous voyez un petit peu une sorte de petit classeur comme ça qui va s'ouvrir. Ça va être
le village. Et on va là aller y poser nos personnages. On va avoir notre zone à nous, c'est notre domaine. On va avoir différents personnages. Vous avez votre personnage à vous, lui il peut aller se poser n'importe où, faire les actions sans souci. Lui en plus il double les actions, donc ça va être intéressant. Vous allez avoir votre époux ou votre épouse qui peut sans souci aller en ville, pour faire des petites emplettes, ou par exemple pour déterrer des cadavres, parce qu'on peut faire des expériences sympas avec des cadavres. Oui, les cadavres c'est l'une des ressources du jeu. Ça va, elle est bien d'accord. Par contre, vous pouvez pas la mettre dans votre domaine à faire des expériences, enfin si vous pouvez, mais vous le ferez une fois parce qu'après elle va en asile. Vos domestiques c'est un peu la même chose. Vos domestiques ils sont moyens chauds. Mais heureusement vous avez votre fidèle assistant. Votre fidèle assistant. C'est Igor. Ouais, c'est Igor. Je pense qu'il s'appellera Igor, on est d'accord. Et lui, il n'y a pas de souci pour faire les expériences, il n'y a pas de souci pour ce genre de choses. Par contre, vous pouvez pas l'envoyer en ville parce qu'il est un petit peu. Il est moche. Il est pas beau, il est à moitié zombifié et il va faire fuir les gens. Donc ça va très mal se passer. En gros, vous allez récupérer des ressources. Donc les ressources, ça va être des petits engrenages. Alors c'est génial parce que dans le jeu, vous avez des petits engrenages métalliques. Il y en a je ne sais pas combien, on va dire, il y en a une quinzaine à la louche. Ils sont tous strictement différents. Il y a un travail éditorial, mais de malade. Vous voyez, 110 €. 110 €, c'est cher, certes, c'est un prix, c'est un billet pour un jeu de société. Mais là, le matos le justifie, mais d'une manière incroyable. Vous allez pouvoir récupérer des petites fioles, des petits flacons de produits chimiques, en gros, des alchimiques. C'est des petites fioles en verre avec des petits bouchons en liège. Mais si, mais c'est trop cool. Ah non, mais franchement, c'est trop génial. Vous allez pouvoir récupérer des animaux. Eh bien, vous avez plein de petits jetons d'animaux et ils sont tous différents. Et après, il y a les cadavres aussi. Mais ça, ils sont moins réalistes, les cadavres. Ah ouais, Et ils sont tous différents. Et donc, vous avez ce plateau sur lequel vous allez pouvoir avoir différents bâtiments. Et en fait, comme vous allez jouer sur plusieurs générations, suivant les décisions que vous allez prendre, suivant ce que vous allez faire, vous et les autres joueurs, parce qu'on est les uns contre les autres, il faut faire plus de points que les autres joueurs, basiquement, d'une génération sur l'autre, vous allez tourner les pages, vous allez aller à telle ou telle page du livret, parce qu'il va y avoir une église qui va être construite, parce qu'il va y avoir un hôpital qui va être détruit, et ça va faire évoluer les actions, ça va faire évoluer les possibilités. En plus de ça, vous faites vos expériences solo, tout ça, ça plaît pas trop à la population. Donc il y a deux jauges. Il y a une jauge à droite où il y a les petites fourches et les petits braseros, là, les petites torches. Ils veulent foutre le feu. Ça, tous les joueurs qui vont faire des actions bien bizarres, bien glauques, ça va augmenter. Et vous avez votre attrait, votre charisme un petit peu, qui va se dégrader aussi vis-à-vis de la population. Et ça, c'est votre jeton personnel. Et quand votre jeton personnel il va rencontrer la foule en colère, ça va mal se passer pour vous. Donc, par exemple, vous pouvez faire, si vous avez débloqué, j'en sais rien moi, l'église, faire des donations à l'église. Alors là, c'est bon, vous êtes bien vu. Hop là, la foule se cale un petit peu contre vous. Il y a plein de petits paramètres à gérer comme ça. Vous allez avoir votre santé mentale. Voilà, santé mentale, ça va être important parce que à faire des expériences bizarres, vous aussi, vous pouvez y passer. Bon voilà, je rentre pas dans les détails, clairement je vous ai parlé plus du thème et du matériel que vraiment la mécanique pure en elle-même, parce qu'en fait c'est vraiment ce qui fait l'intérêt du jeu. Un matériel de malade, une thématique mais qui est super bien portée. Je vous invite à faire quelques petites recherches sur internet, ne serait-ce que pour voir le matériel, et je rajoute à ça qu'il y a une application qui va intervenir à des moments clés du jeu. Vous allez prendre des décisions qui vont avoir des impacts plus tard dans le jeu, donc notamment sur vos points, ce que vous allez pouvoir faire, sur le plateau en lui-même et aussi sur les autres joueurs. Donc vous allez des fois aussi prendre des décisions dans l'appli en prenant en compte ou en estimant que tel ou tel joueur va prendre telle ou telle décision et que ça va bien se goupiller pour vous. Voilà, vous espérez en tout cas. Donc c'est ultra riche, c'est une sorte de semi-legacy évolutif. On va plutôt dire un jeu évolutif pour faire simple, on va utiliser trop de termes parce qu'il y a des choses à débloquer. Il y a des choses à débloquer dans l'appli, il y a des choses à débloquer dans la boîte, il y a des petites boîtes à ouvrir avec du matériel et des règles en plus. Waouh, le secret de mon père, c'est juste un gros waouh. Ça c'est le domaine et ça c'est le village. Exactement. Non, il veut vous brûler. Ouais. Ah ouais, on reconnaît bien. Magnifique. On passe à la suite. Allez. Et nous enchaînons avec Cubitos, un jeu de John D. Clair par AAG et en France Ludistri. Cubitos, moi j'ai bloqué quand j'ai vu cette couverture. C'est complètement subjectif. Cette couverture ne m'a pas donné du tout envie. Et pourtant j'aime bien quand c'est fun, j'aime bien quand c'est un peu débile comme univers. Cette couverture, franchement, je trouve qu'elle ne fait pas hommage à ce qu'il y a dans le jeu, parce que le jeu en lui-même est vraiment fun et complet, et surtout c'est dynamique. C'est ça que je tiens à dire, je le retourne. Cette couverture n'inspire pas le mouvement. D'accord, on est d'accord. Oui, il est statique, le petit bonhomme. Eh bien en fait, c'est un jeu où vous allez gambader dans tous les sens. C'est une course en fait. On a plein de plateaux différents avec plein d'obstacles, plein de bonus différents à récupérer. Et on va les courir avec notre petit personnage. C'est une course. Premier arrivé gagne la course. Et on va brasser tout un tas de dés, puisqu'en fait, ce qui va faire vos actions, et notamment le fait d'avancer, puisque c'est une course, ça va être avec du lancer de dés. Et il y a un côté un petit peu... j'allais dire back building, pas vraiment parce que vous n'avez pas de sac, mais en gros dice building, vous allez vous construire une pool, une sélection de dés que vous allez lancer, et un côté un peu stop ou encore en fait.
Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, nous avons tous les mêmes dés de base. Il y a une phase de jeu, on va jouer tous simultanément. On va sélectionner nos dés. Alors au début, vous n'en avez pas beaucoup, donc vous allez juste prendre les dés que vous avez et vous allez les lancer. Donc en gros, vous allez les piocher. Je crois qu'on en a 9 par défaut. Ouais, c'est ça, 9 dés. Donc au début, je crois que vous en avez que 9. Donc ça va être très simple, vous les lancez tous. Ou alors vous en avez 10 et il y en a un que vous lancez pas, peu importe. Hop là, vous les lancez. Les dés avec des petits symboles, vous allez les mettre dans cette zone-là, la zone active. Alors au début, vous avez que des petits des blancs comme ça là qui sont pas géniaux. Il y a plusieurs symboles dessus qui vont permettre de faire plein de choses, on y revient juste après. Là, il vous reste des dés. Soit vous dites, je m'arrête là. Et donc vous allez activer les dés avec les symboles que vous avez mis de côté. Soit vous voulez relancer les dés récents parce que vous voulez déclencher un peu plus de symboles. Vous relancez les dés, bim, s'il y a encore à nouveau des symboles qui apparaissent, vous êtes trop content, vous allez continuer à faire courir votre personnage, enfin en tout cas vous allez activer tout un tas d'actions. Par contre si, quand vous relancez les dés, là il n'y a rien, vous faites, c'est la lose, vous faites que des phases vides, le tour s'arrête pour vous, et ça va, voilà, vous n'activez rien, vous allez avoir un malus en gros, mais bon, le but ça va être d'activer le plus possible de choses, donc de savoir s'arrêter au bon moment. Les phases de dés, si vous les activez, ça va être des petits pieds, des petits petons qui vont faire avancer d'une case. Vous allez avoir d'autres symboles, je crois les têtes de chat par exemple, si je dis pas de bêtises, ça vous fait peut-être avancer de 2 cases, je sais pas. Je ne les ai absolument pas apprises par cœur. Vous allez avoir des valeurs comme ceci, des 1, des 2, des 3, entourés dans un petit cercle. Ça va être de l'achat pour aller acheter d'autres dés, parce que oui, il y a tout un tas de dés de couleurs différentes, avec des faces différentes qui sont récapitulées sur les boîtes comme ceci. Vous voyez par exemple les dés violets, ça a l'air très très cool, hein. Le symbole, enfin en tout cas j'espère qu'il est cool, parce qu'après il y a 5 cases vides, donc un petit peu dangereux quand même, n'allez pas vous charger en violet. Un petit peu à l'image des charlatans de Belcastel. Parce que bon, comparer des jeux les uns aux autres, c'est pas forcément toujours cool, mais franchement, je ne peux pas le comparer à Charlatan de Belcastel. Vous allez avoir des petites cartes comme ceci qui vont vous indiquer ce que font les phases de dés. Donc en fait, d'une partie sur l'autre, vous allez pouvoir choisir les pouvoirs déclenchés par les dés et évidemment il va y avoir des combinaisons à faire, des petites associations de dés, il va y avoir des grosses prises de risque ou au contraire des dés qui vont vous apporter un peu plus de sécurité mais qui seront forcément un peu moins efficaces. Enfin voilà, ça va être votre tambouille à faire quand vous jouez et là aussi, je le dis à nouveau, comme dans les charlatans de Belcastel, on va vraiment avoir ce fun du stop ou encore, ce fun de la construction, du mélange des pouvoirs. Bref, je vous en parle avec une joie et un optimisme relatif, alors que quand j'ai reçu la boîte, j'ai dit oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Et franchement, après avoir lu les règles, j'ai juste envie d'y jouer quoi. Je vous l'ai dit, il y a plein de plateaux différents avec des pistes de course différentes. Souvent, vous allez avoir le trajet intérieur parce qu'on tourne en rond, mais pas toujours. En tout cas, sur le plateau de base, on tourne en rond. Vous allez avoir moins de bonus, évidemment. Si vous faites les extérieurs, vous avez plus de bonus. Il va y avoir des zones que vous allez pouvoir activer pour avancer plus vite, mais si vous les activez pas, vous retrouvez coincé ou alors vous allez devoir les contourner. On est un petit peu sur des plateaux de Super Mario, mais un peu en mode Yamakasi, en mode Urbex, parce que ça va courir dans tous les sens, ça va faire des petits zigzags, etc. Bref, c'est vraiment hyper vivant, ça a l'air très très fun. Il y a vraiment une grosse part du jeu qui est simultanée, donc on passe pas des plombes à attendre à voir ce que font les autres. Bon, voilà, j'ai juste envie d'y jouer, c'est Cubitos. Et on va continuer dans cette thématique des petits morceaux démentales avec les pieds poilus, avec Wingspan, Asie. Pourquoi tu ris, Alex? Je comprends pas. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a absolument aucun rapport. Wingspan, Asie, nouveau jeu de Stone Meyer, nouveau jeu de la gamme Wingspan. On vous en a parlé avec Alex dans un focus. Oui. C'est un 3 en 1, en gros, comprenez. Ouais, c'est ça. C'est avant tout, parce que c'est important de le dire, un mode duo, donc un jeu à deux en fait, tout simplement. Et c'est pour ça que nous, là, il est dans le rayon des jeux à deux. On va revenir sur cette histoire de jeu à deux. Mais aussi, quand même, un petit peu, une extension, parce que dedans, il y a les cartes d'oiseaux de l'Asie, tout simplement, que vous allez pouvoir ajouter à votre Wingspan classique quand vous jouez au Wingspan classique. Ça signifie que vous pouvez mélanger les animaux du classique avec les Asies, prendre que les Asies pour jouer à 3-4 joueurs, bref, il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est également un mode nuée. C'est quoi le mode nuée? C'est une petite extension qui permet de jouer à 6 ou 7 joueurs. Et en fait, grâce à une petite astuce matérielle, un petit gadget plutôt bien pensé, vous allez vous séparer la table en 2 groupes qui vont jouer de manière semi-simultanée avec des étapes à respecter. Ce qui fait que quand on joue à 7 et que c'est votre tour, vous n'allez pas attendre le tour de 6 autres personnes avant que ça revienne à vous, parce que sinon ça va être absolument insupportable. Et autant lancer un petit Gloomhaven à côté, ça va vous occuper. Non. Ils ont trouvé l'astuce et faut avouer que c'est plutôt malin. Bref, on vous montre rapidement et je vais revenir essentiellement sur le mode duo parce que
Bah, c'est trop bien de pouvoir jouer à Wingspan Asie à 2. Alors on pourrait déjà le faire avec la boîte de base, me direz-vous. Oui, mais il y a un ajout qui va pousser la réflexion encore plus loin et qui va créer énormément d'interactions avec votre adversaire. Et en fait, c'est ça qu'on aime dans les jeux à 2, c'est qu'on se regarde dans le blanc des yeux avec notre adversaire et il va y avoir énormément d'agressions. On va pouvoir se bloquer, on va pouvoir s'embêter, il va y avoir de la tension. C'est ça qu'on veut dans les jeux à 2 et c'est ça qu'on va trouver grâce à ce petit plateau ici qu'on voit qui s'appelle le plateau duo. Donc on va retrouver le plateau individuel qui est le même que dans le jeu de base, enfin en tout cas il y a les mêmes actions dessus, il n'a pas tout à fait le même look mais me semble-t-il, mais c'est les mêmes actions dessus. Il va y avoir les nouveaux oiseaux, forcément, donc là c'est la formule Wingspan, hein. On vient avec à 90 nouveaux oiseaux, il n'y a peut-être pas assez pour jouer à 4 avec le jeu de base, ceci dit, il faudra peut-être mettre d'autres oiseaux, peut-être dire une bêtise, avec des oiseaux donc différents, qui dit 90 cartes oiseaux dans Wingspan dit 90 cartes oiseaux différentes et c'est ça qui est la force de ce jeu, qui est la force de cette gamme. Et donc le plateau duo, à quoi va-t-il servir? Eh bien lorsque je vais mettre un oiseau sur mon plateau, s'il requiert l'un des critères là qui est dessiné donc grâce à une petite iconographie que vous allez piger en 5 minutes, vous allez pouvoir mettre votre jeton, donc joueur blanc, joueur noir, et donc si je suis joueur noir, je mets mon petit jeton noir dessus pour dire pim, j'ai rempli cette condition, je prends ce point là. Ça vous donne un bonus immédiatement, potentiellement. Il va y avoir des étapes de check, donc à des moments bien précis du jeu, on va vérifier si vous êtes en majorité dans l'une des zones ici. Il y a plusieurs zones, ça vous fait gagner un bonus. Donc vous allez essayer de les récupérer, ces petits bonus. Mais aussi en faisant des connexions, donc des suites de points qui sont connectés les uns avec les autres, bah vous allez gagner des points supplémentaires. Et quand vous vous posez avec votre jeton sur une petite zone, bah votre adversaire ne peut plus s'y poser, d'où le côté blocage. Les bonus qui vont vous rapporter, les conditions de scoring, ce ne sont pas les mêmes d'une partie sur l'autre, et donc rejouabilité. Et rajouter de la rejouabilité sur un Wingspan et le rendre plus intensif à 2 joueurs, eh ben j'ai envie de dire c'est exactement ce qu'il fallait faire. Hop, voilà donc Wingspan Asie, on est sur la belle grosse boîte, il commence à y avoir des beaux gros jeux dans le rayon A2, et ça fait plaisir parce que le rayon du jeu A2, et le jeu A2 de manière générale, c'est trop cool, il y a trop de choses intéressantes, il y a vraiment de plus en plus de jeux et de plus en plus de jeux intéressants dans ce rayon-là. On va passer à la suite, je crois que c'est Alice, non? Oui, hop là, on va te piquer ton micro, Alex, je suis vraiment désolé, je dois être en gros plan, ça doit être horrible, voilà. Donne-moi ton micro. Moi, je galère pas du tout. Bonjour. Moi devant la caméra cette fois. Je vous ai manqué, hein, n'est-ce pas? Bah oui, c'est normal. Voici Sleeping Gods. Voilà, moi je l'attendais depuis très longtemps. Depuis Cannes l'année dernière, on l'avait entreaperçu, on l'a revu à Vichy. Il va faire partie de toute cette gamme des livres d'histoire, enfin les jeux narratifs avec des plateaux histoire. Livres, un peu voilà, à la Familiar Tales, Secret de mon père, comme on vient de voir aussi, non pas Wonder Book, c'est un peu particulier. Histoire de peluche. Merci, tu vois, mon assistant. Forgotten Waters, ça me fait surtout penser à Forgotten Waters, parce qu'on va faire de l'exploration de cartes maritimes. C'est pas des pirates, mais bon, c'est quand même des marins. Donc du coup, Sleeping Gods, c'est par Ryan Laukat, qui est aussi l'illustrateur. Chapeau quand même. Et c'est édité par Lucky Je vais y arriver, hein, c'est le retour, tout va bien. Lucky Duck Games, voilà. Ça se joue de 1 à 4, voilà, à partir de 14 ans, pour 1 heure de jeu, voire 20, en fait, si vous décidez à ne pas dormir et à faire la campagne entière d'un coup. Voilà. Ils vous disent, c'est 20 heures de campagne. Plus ou moins. Donc en gros, vous incarnez l'équipage du bateau Manticore qui, pouf, vous vous êtes réveillé dans un monde bizarre et vous le connaissez pas et vous essayez de survivre et surtout d'en sortir. Donc du coup, on va tous incarner les membres de l'équipage et aussi la capitaine, et on va explorer ce monde qui va être représenté par un livre qu'on va explorer, voilà, pour retrouver 4 totems, les totems des dieux, voilà, des dieux qui vont nous permettre de se barrer de ce monde qui est certes joli, mais aussi très bizarre. Ça fait un peu penser à Cthulhu aussi, dans ce genre-là, okay. Avec, vous voyez là, des dieux un peu trop big pour nous, pour notre raison. Donc, chacun notre tour, on va faire nos actions. Donc, de base, c'est très bien récapitulé. On va avoir notre petit bonhomme qui va se déplacer sur les parties du bateau.
Donc le bonhomme il est pour tout le monde, hein, c'est la capitaine en fait. Et en fonction de là où vous allez sur le bateau, eh ben, il va se passer des choses. Vous pouvez piocher des cartes, vous soigner, voilà, ou améliorer votre personnage pour qu'il puisse faire face à de prochains challenges et défis d'une meilleure manière. Une fois que vous avez fait ça, hop, vous choisissez 2 actions. Enfin, d'abord vous tirez un événement, il va se passer des trucs plus ou moins bien. Par exemple, un boulon est tombé sur la tête de Patrick. Il est là, Raphaël. Raphaël, Patrick, c'est pareil. Et hop, Patrick, eh bien, il perd un point de vie, mais vous récupérez un boulon. C'est une ressource. Voilà. Donc des choses comme ça. Et ensuite, donc en petit 3, vous faites 2 actions parmi celles-là. Soit naviguer, c'est-à-dire passer d'une zone, vous voyez, c'est des petits pointillés, à une autre avec votre magnifique grand bateau. Ou alors explorer, c'est-à-dire eh bien, aller dans un des petits points de la zone dans laquelle vous êtes. Et c'est là où on va retrouver le principe de livre-jeu aussi. Donc là, vous avez le plateau qui est l'Atlas. Mais en fait, vous avez aussi un petit livret à côté, donc là on le voit pas. Mais en gros, si vous voulez aller explorer, je sais pas moi, le 37, eh bien vous allez dans le livret, vous allez à l'entrée 37, qui va vous dire qu'est-ce que vous voyez, je sais pas, vous voyez un squelette chelou, bah, vous avez 3 possibilités, soit vous le fouillez, mais il vous faut un objet que vous avez pas encore, soit vous barrez, soit vous tuez le squelette, qui n'est pas vivant. Voilà, donc après vous faites vos choix, et vous continuez dans l'histoire, donc vous changez de page s'il faut, jusqu'à ce qu'à un moment, le texte vous dise vous retournez au bateau. Donc là, votre tour est fini. Ou alors, vous allez faire du commerce pour revendre et acheter des ressources, principalement qui vont vous permettre de soigner ou cuisiner des plats ou réparer votre bateau. Et vous allez aussi au port pour, eh bien là, vous soigner et vraiment réparer votre bateau parce qu'il va lui arriver des gros caca. Le bateau, c'est une menace globale, donc s'il est trop abîmé, c'est bisous bye. Voilà, c'est à peu près tout pour le jeu lui-même. Évidemment, chacun des membres de l'équipage a sa capacité propre que vous allez pouvoir améliorer pendant la partie. On a aussi déjà 2 extensions avec qui sont ici. Ce sont les ruines vinfestrales, ici. Hop là, ça vous rajoute un nouvel atlas, voilà, et avec son livre d'aventure en plus. Donc du coup, ça fait une histoire encore plus grande avec des nouveaux monstres, des nouvelles rencontres, voilà, plein d'histoires en plus. Et vous avez aussi les donjons. Ça, c'est une autre mécanique qui s'ajoute. Vous allez explorer des donjons donc à pied cette fois, et il y a des grosses créatures dedans, très difficiles à battre. Donc voilà, ça c'est plus du défi si vous avez envie de pimenter votre aventure. Voilà, l'univers est grave cool, moi il me tente de fou. Bon, j'ai déjà Familiar Tales qu'il faut que je commence et finisse, mais après, peut-être celui-là. Et pour terminer cette petite présentation des nouveautés, Escape the Dark Sector, un jeu dans les profondeurs de l'espace. Ça vous rappellera probablement Escape the Dark Castle. Ce n'est pas un hasard puisque c'est un jeu exactement de la même gamme qui va fonctionner un petit peu sur le même principe. C'est des jeux qui sont à mi-chemin entre le jeu de plateau et le livre dont vous êtes le héros, en gros. Chaque partie va vous raconter une petite histoire qui est toujours plus ou moins la même. Dans l'original, il fallait s'échapper d'un donjon maléfique. Bon, là, vous allez vous échapper d'une station orbitale maléfique, puisque nous sommes dans de la science-fiction et il y a des vaisseaux spatiaux. Donc, c'est mieux. Oui. Et voilà, je pense que je vous en ai bien parlé. Non, bon. non, bon d'accord, je vous en dis un peu plus. Non, en vrai, il y a des choses à dire, en plus c'est pas juste un copier-coller. Ils ont été malins parce que c'est clairement ce qu'il fallait faire, ça aurait été quand même très dommage sinon. Comment est-ce que ça fonctionne? Nous avons chacun notre personnage comme ceci. Donc tout le jeu est en noir et blanc, il y a un espèce de look très rétro années 80 qui participe clairement au charme du jeu. Ça marche bien avec moi en tout cas, puis ça marche bien pour tous les fans de livres dont vous êtes le héros de l'époque. Nous sommes enfermés dans cette station orbitale, on va essayer de s'enfuir. C'est un jeu coopératif, on va tous avoir notre dé de base qui correspond aux compétences de notre personnage. On va passer comme un livre, en fait c'est une grosse pile de cartes, de grandes cartes d'ailleurs, et on va les tourner les unes après les autres, ces cartes. Il va y avoir une illustration à chaque fois, un petit texte, donc on peut tomber sur un marchand, on peut tomber là sur des je sais pas, des gens qui veulent nous tirer dessus apparemment, des Marines, des sales Marines, des mutants de l'espace, des aliens de l'espace, des robots de l'espace, voilà, des trucs de l'espace en tout cas. Et vous allez interagir avec eux. Donc soit vous allez avoir juste des décisions à prendre, façon au livre dont vous êtes le héros, soit ça va être un combat. Souvent je vous cache pas que ça va être un combat, surtout qu'à la fin il va y avoir une grosse bébête, un boss à battre, parce que voilà, ambiance années 80, on passe porte, monstre. On va aller jeter
comme je vous l'ai dit, des petites brouettes de dés, on a nos petits dés individuels à jeter. Suivant les phases, on va arriver à résoudre le conflit, à échapper au piège, bref, il faut arriver à faire ce qui nous est demandé avec les dés, donc énormément de hasard, mais il va y avoir du loot, on va pouvoir récupérer des objets, on va pouvoir récupérer des pistolets laser, on va pouvoir récupérer des armures, on va pouvoir récupérer des robots qui vont nous filer un coup de main, des robots de l'espace qui vont nous donner un coup de main de l'espace. Oui. Et c'est là où il est plus riche que l'original, parce que dans l'original, vous commenciez avec un pauvre malheureux dé, ce qui était suffisant, il avait un côté minimaliste qui était très plaisant, mais là ça va un petit peu plus loin, vous allez pouvoir récupérer des dés avec des phases différentes, il y a beaucoup plus de phases différentes sur les dés, on va pouvoir récupérer beaucoup plus de dés, il va y avoir des armes qu'on va pouvoir garder, des armes jetables, des armes à usage unique par combat, vous allez avoir une sorte de petit graphique comme ça, où vous allez dessiner vos points de vie, parce qu'autant dans l'original les points de vie étaient surtout là pour descendre, et si ça tombait à zéro, si l'un de nous perdait, c'était fini. Là c'est pareil, si l'un de nous perd, on a tous perdu, mais vous allez pouvoir regagner des points de vie. Et c'est malin parce que du coup ça fait comme une sorte de petit graphique, comme quand vous êtes à l'hôpital. Oui, c'est malin ça. Voilà, je ne sais que vous dire de plus si ce n'est que c'est la formule de Escape the Dark Castle dans une autre thématique et qu'ils l'ont littéralement vraiment enrichi. Ce que nous on avait aimé dans Escape the Dark Castle et ce qu'on va retrouver dans Escape the Dark Sector, c'est le côté minimaliste du jeu. C'est-à-dire que hey, on se fait un Dark Sector, allez c'est parti. On ouvre la boîte, franchement, 1 minute 30 chrono, on joue, c'est bon, on est dans le jeu. Il y a vraiment un côté ambiance, alors plutôt atmosphère dans le sens ambiance du terme, encore que du fait que ce ne soit pas prise de tête, c'est aussi quelque part un jeu d'ambiance parce qu'on va pouvoir y jouer en discutant en même temps, ou au contraire on le joue à fond atmosphère, on met la musique qui va bien, la petite lumière tamisée. Voilà, c'est vraiment un jeu qui est là pour vous raconter une histoire, pour vous faire vivre une petite expérience. C'est pas facile, on va souvent perdre, et c'est ce qui fait l'intérêt des jeux coopératifs aussi en général. Voilà donc pour les petites nouveautés, mais il y a des choses derrière le comptoir, of course. Allons-y de ce pas. Et là c'est toi qui sais, moi je découvre avec toi. J'aime bien être là. Si, il y a ça là, hop là. Voilà, mais ça tu l'as déjà dit. Oui, d'accord, j'en ai déjà parlé en début de vidéo. Franchement, surveillez-le. Non mais vraiment, surveillez-le de toute façon. Et je vais vous bassiner quand ça va sortir. Je vais vraiment vous bassiner avec. Voilà, ça c'est dit. Hop. Ça aussi t'es content, non? Oui, ça aussi je suis content. C'est Age of Civilization de Geoffrey CCH qui est de retour. Il y a bientôt Age of Galaxy, c'est ça qui va s'appeler? Exactement. En science-fiction avec des vaisseaux spatiaux de l'espace. C'est exactement pour toi ça. C'est cool quoi. Et un autre retour en stock aussi, oui. Tu vois, c'est pour toi ici. Alice is Missing, trop bien. Ça fait quoi, 6 mois qu'il était en rupture. Oh oui, au moins. Une expérience jeu de rôle rejouable avec différents personnages, des éléments de scénario, des éléments de narration plus précisément, qui vont arriver de manière aléatoire d'une partie sur l'autre, donc d'où la rejouabilité. On va ensemble construire une histoire pour retrouver Alice et on ne parle pas. On est sur notre petit téléphone comme ceci et on agite nos petits pouces comme ceci, hop là, pour discuter. En fait, Alice a disparu, c'est une ado américaine. Nous sommes ses amis, nous sommes ses amoureux et amoureuses officielles ou secrètes, nous sommes son grand frère, grande sœur peut-être. On s'en inquiète de cette disparition et on va lancer une enquête. Et bon, alors je vous cache pas que c'est pas le jeu d'ambiance, jeu de rôle, on va s'éclater parce qu'elle a disparu, donc il lui arrivait plutôt des trucs pas cool. Vous allez découvrir quoi, vous allez peut-être pouvoir la sauver, peut-être pas, je ne sais pas, ça va vraiment dépendre de ce qui va se passer dans votre aventure et vous allez incarner votre personnage et vous allez commencer l'histoire en vous munissant de votre téléphone et admettons sur WhatsApp et dire hey, j'ai pas vu Alice, ça me paraît bizarre, t'as pas des infos toi? Et on va lancer une BO qui dure 90 minutes, une musique qui est magnifique, qui va vous suivre, qui franchement elle va rester dans votre tête pendant plusieurs semaines, et elle va évoluer en intensité en suivant l'histoire, donc ça c'est génial. Et il va y avoir des événements à des étapes bien précises. En fait, vous avez des paquets de cartes et ces cartes, vous allez les retourner à des intervalles de temps bien précises et il va se passer des événements et vous allez avoir des nouveaux éléments de narration que vous allez envoyer aux autres joueurs avec vos petits pouces comme ceci. C'est une expérience de dingue et j'ai juste envie d'y rejouer moi en ce moment. Donc, voilà, Alice is Missing, franchement, si vous voulez découvrir le jeu de narration ou si juste vous aimez le jeu de narration et vous voulez découvrir quelque chose qui change, ça c'est très très bien. Et un autre tour en stock avec des vaisseaux spatiaux dans l'espace, plus précisément sur la planète Mars. C'est Terraforming Mars Expedition Ares, c'est la version carte de Terraforming Mars avec ce système de cartes à la Race Force de Galaxy un petit peu. Je choisis une action, je vais en bénéficier de manière majorée, les autres joueurs vont en bénéficier de manière minorée et moi je vais bénéficier des actions des autres joueurs et on va construire son moteur de ressources avec des cartes toutes différentes parce que ça reste quand même Terraforming Mars et à la fin il faut faire plein de points parce qu'on veut gagner du pognon. Voilà, ça c'est très très bien aussi, hein. Je suis quand même très content de retrouver tous ces gens en boutique. Pardon, derrière toi.
Ah oui, mais là, maintenant, on passe aux nouveautés. Ah oui, Mais c'est là- moi qui drive. Alors, Oui, mais moi, ce que je voulais dire là sur les Pokémon, c'est que les 3 oiseaux là, je les connais. ah ouais. Bah, fais un mais zoom. attends, mais même ça, Electrode, on connaît Electrode. Ah oui, Electrode, on connaît. Bien sûr. C'est le sang de la veine, Electrode, attends. Pourquoi on connaît ça. il est en bois, Electrode? Mais non. Ah, je te jure qu'il est en bois. Ah là, il est en bois. Viens zoomer, il est en bois. C'est pas Alors lui, oui, mais lui non, parce que c'est un Electrode de Ishui V. Et là, tous les trois, on est largués bien comme il faut, soudainement. Alors, n'est-ce pas Ishui V, moi. Dis-moi que c'est Articana normal, dis-moi que c'est Sulfura normal, c'est des Elector V normal. Ils sont pas V ou je sais pas quoi. Non, Elector. Yes, c'est ça qu'on Base. aime. Il y a marqué base à côté. Bec vrille, tir Moi je pense qu'ils éclair. sont malins chez Pokémon Company parce qu'ils ont remarqué que les plus gros acheteurs de cartes Pokémon c'était un C'était petit les peu anciens. notre tranche d'âge. Hein. C'était un petit peu les 25-35 ans et les 25-35 ans ils veulent voir ça. Voilà. Toi, tout de suite, t'as crié, Alex, quand tu l'as vu. Tu fais ah, je le Il y connais. a quand même un petit jeton promo avec Je un sais pas. Konumon. On ne le connaît pas, mais il est là. Vous le connaissez probablement, moi pas. Hop là, nouveauté de jeu de société, l'extension de Parks Wildlife, Oh, la wow. deuxième extension après Nightfall. Et bien voici donc la petite extension Wildlife parce que ça met vraiment le focus sur la faune des parcs que vous allez visiter. Donc du coup, petite extension qui va rajouter plein de choses, c'est-à-dire des nouvelles gourdes, cantines, je sais pas comment on appelle ça dans nos règles françaises. En anglais, c'est cantine. Je sais plus, ça doit être Voilà. gourde, ouais. Voilà. Des nouveaux équipements, des nouveaux morceaux de sentier, des nouveaux parcs aussi et des nouvelles cartes saison. Les nouveaux parcs, eux, ils mettent l'accent sur les animaux parce que maintenant vous aurez des contraintes pour les acheter, là, les visiter. En plus de payer les ressources demandées, donc le soleil, le machin truc, vous devrez aussi payer en jetons d'animaux. Oh, ok. Et oui. Ça va corser le game. Carrément. Il y a du coup des morceaux de sentier qui forcément vont vous rapporter plus d'animaux, parce que dans l'ancienne version, enfin dans le jeu de base, c'était pas une ressource qu'on avait très facilement tout le temps. Et en plus, vous avez petit Barry le bison. Alors, je sais pas pourquoi je l'ai appelé Barry, je crois que dans une vidéo explicative, ils l'ont appelé Barry, donc ça m'est resté. Mais ça lui va bien. Le petit bison, il est gros quand même, il va se balader au-dessus des parcs qui sont en jeu. Et en gros, vous le mettez tout en haut à gauche au début, et le premier à venir visiter ce parc et à l'acheter, eh bien, il va pouvoir bénéficier de une ressource de plus de son choix, et qui va pouvoir peut-être réutiliser directement pour s'acheter un nouveau parc, parce que des fois vous avez des équipements qui vous permettent d'acheter 2 fois un parc dans le même tour. Donc si vous jaugez bien et que vous utilisez bien Barry le bison, il peut vous donner une petite ressource que vous pouvez comboter direct, et une fois que vous l'avez utilisé, hop, il se déplace dans le parc d'à côté pour une prochaine personne. Vous ne pouvez pas réserver les parcs où il y a Barry, parce que Barry le bison, il aime bien que tout le monde puisse le voir quand même, hein. Voilà, donc ça c'est bien pensé. Et sinon, voilà, c'est à peu près tout, donc nouvelle carte, tout ça. Mais voilà, l'extension de Parks. Trop bien, on joue quand J'ai envie d'y jouer là. Ah, on moi, a ça envie y de est. le ressortir un Mais peu ouais, là. De ouf. Et du coup, la boîte d'initiation de Fantasy, de Warhammer Fantasy. Hein. Warhammer, jeu de rôle dans l'espace avec des vaisseaux spatiaux. Non, pas ça. Non, c'est plutôt, tu sais, post-apocalyptique, zombie, tout ça. On va se mettre tous les rôlistes, les fans de Warhammer à dos. Non, en gros, c'est la boîte. Il fallait bien une boîte d'initiation. Et ce qui est intéressant, c'est que les scénars que vous avez dedans peuvent être totalement utilisés pour des joueurs avertis, dans le sens d'autres qui ont déjà le jeu de base, le livre de base, et d'autres campagnes ou d'autres scénarios. Ils peuvent prendre cela, ils s'enclenchent parfaitement dans l'univers, et c'est pas un doublon avec des scénars déjà proposés. Donc voilà, c'est scénar à part avec tout le matos pour l'initiation, comme d'hab, et en plus, c'est utilisable par les déjà joueurs de Warhammer. Voilà. Là, normalement, c'est bon. C'est bon. Donc, Ah, c'est bon, hein. ouais. Bon, c'est le focus, hein. Bye bye. Et coucou YouTube. Salut. Nous voici pour la présentation en méga avant-première d'un nouveau microgames qui est Les bons comptes font les bons ennemis. Méga avant-première parce que ça sort cet été 2023. Et oui, encore merci à Matago et à Thomas de nous offrir ces magnifiques avant-premières qu'on va vous présenter tout de suite. Oui, on retrouve le micro-game avec sa petite couleur noire parce que c'est un jeu pour 2 joueurs uniquement, ça dure 20 minutes, c'est extrêmement simple à prendre en main. C'est un petit jeu un petit peu abstrait avec pourtant une thématique assez forte avec les contes justement. Donc on retrouve tous les contes classiques, Hansel, le Clos d'Or, Gretel, Hansel et Gretel, Trois petits cochons. les 3 petits cochons. Enfin c'est très très cool. Les illustrations sont vraiment très très belles.
C'est un jeu qui va se dérouler au mieux en 3 manches, c'est-à-dire si jamais en fait vous gagnez 2 manches, bah du coup vous avez gagné la partie, mais si on gagne à gagner une manche chacun, on se départage sur la 3e manche. À chaque manche, ce qui se passe, c'est qu'en gros, chaque joueur va commencer avec toujours 2 cartes devant lui, et les cartes sont recto verso. Il y a une carte couleur bleue, et puis de l'autre côté, c'est la même carte couleur rouge en fait. On s'attribue au début de la partie une couleur chacun, donc je peux être rouge et Alice peut être bleue par exemple. Toujours. Et donc, au début de chaque manche, on commence avec 2 cartes chacun. Moi, elles seront du coup de couleur rouge, et puis elles seront de couleur bleue. Et on va ensemble jouer des cartes au centre de la zone de jeu, qui va constituer en fait une zone de jeu qui dépend de la manche. À la première manche, par exemple, c'est 3 par 5. Donc vous avez 3 colonnes et puis 5 cartes dans chacune des colonnes, donc ça fait 15 cartes en tout. À la deuxième manche, ce sera un carré de 4 par 4. Et si jamais il y a une 3e manche, c'est une forme de pyramide en fait, tout simplement. Donc comme je disais, à son tour de jeu, c'est extrêmement simple. J'ai 2 cartes devant moi. Il y a la pioche qui est visible. Donc ce que je fais au début de mon tour, je pioche la première carte de la pioche. Donc là par exemple, c'est le petit chaperon rouge que je pioche. Très joli ce petit chaperon rouge. Et je le pioche et je le mets de ma couleur. Donc moi je suis rouge, je le mets rouge. Donc j'ai 3 cartes devant moi. Et ensuite, l'une de ces 3 cartes, je vais l'agencer autour des cartes qui ont déjà été placées en respectant la forme de la manche imposée. Donc là par exemple, j'ai le petit chaperon rouge et je ne suis pas bête, je l'ai pioché, je vais le prendre et le placer à côté de la mer grand. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait chaque carte va marquer des points à la fin de la partie, de votre couleur évidemment. Assistante Samantha, c'est moi. Exactement. En fonction du coup de comment j'ai placé mes cartes et comment l'adversaire les aura placées, ça va nous faire marquer des points ou nous en faire perdre. Exemple, le petit chaperon rouge, il fait plus de points s'il est adjacent orthogonalement à la mer grand. Et là c'est le cas. La mer grand. La mer grand me fait également 3 points parce qu'elle est adjacente au petit chaperon rouge. Mais il faut faire attention à votre placement parce que si la mer grand était du côté bleu, donc là je te la retourne, hop. Donc elle était à moi. Et bah du coup là j'offrais à Alice 3 points parce que j'ai mis le petit chaperon rouge à côté. Et en fait, le principe des bons comptes font des bons ennemis. C'est tout ce principe d'agencement là, on va dire de cartes, de manière on va dire à ne pas offrir des points à l'adversaire et à s'avantager à chaque fois en fonction de ses cartes. Sachant qu'il y en a qui rapportent beaucoup de points mais les conditions de pose sont plus difficiles à faire et d'autres qui peuvent être très méchantes. On retient notamment, je crois, alors petit cochon, voilà, le petit cochon par exemple, il a moins 5 points s'il est à côté du grand méchant loup. Vu que c'est moi qui l'ai, il faut bien placer les 3 petits cochons, parce que sinon je peux faire perdre énormément de points. Il y a un gros timing, parce que moi je sais exactement les cartes que tu as, et tu sais les miennes, donc je sais que si j'ai un petit cochon, ce qui n'est pas le cas là, mais là j'en aurais pioché un à mon tour, parce qu'il est sur le dessus de la pioche, ça aussi c'est du contrôle beaucoup, oui, parce qu'on sait exactement ce que l'autre va piocher. Et du coup, bah, moi j'ai un petit cochon, et toi t'as le grand méchant loup, donc du coup tu me menaces. Et je vais me dire, mais je vais pas le poser maintenant parce que toi tu vas me le poser juste à côté. Ou alors je vais exprès le poser à côté d'un endroit où tu peux pas le poser parce que c'est restreint, etc. Tout à fait. Donc énormément de contrôle et de timing sur quand poser la carte ou pas. Ouais, je crois que de mémoire il y a 18 cartes. J'ai plus le détail des cartes. Je sais qu'on ne joue pas toutes les cartes. 17 cartes. Ouais. On ne joue pas entièrement les cartes parce qu'en fait sur un 4 par 4 par exemple à la manche 2, il y aura 16 cartes du coup en tout joué, donc il y en a forcément une qui sera pas jouée. Donc il faut bien optimiser ces petits coups. Il faut bien essayer de jouer des fois des cartes. Alors il y a des cartes qui sont très fortes. Tiens, c'est la marâtre que t'aimes bien avec la sorcière. Je pense à la marâtre et à la sorcière effectivement parce qu'elles permettent de changer, de retourner une carte. Donc ça vous permet souvent de transformer une carte qui est très bien placée par l'adversaire et qui a fait un coup incroyable, et avec la sorcière vous pouvez transformer en fait, ou la marâtre, transformer une carte ennemie en une de vos cartes. Donc c'est vraiment très astucieux de bien placer ces cartes. Justement, la mer grand qui était rouge, moi je t'aurais pioché, je t'aurais mis la marâtre et hop, une carte adjacente qui devient de ma couleur. Donc c'est extrêmement simple, les bons comptes font les bons amis. Ennemis. Les bons comptes font les bons ennemis, pardon, du coup, piège. Je me trompe. Donc comme je disais en fait, on fait 3 manches. À la fin d'une manche, vous comptez les points. Celui qui en a le plus gagne la première manche. Si à la deuxième manche, la même personne qui a gagné la première gagne la seconde manche, il gagne entièrement la partie. Oui. Sinon on fait une 3e manche, on fait la belle. Et celui qui a gagné le plus de manches, du coup, gagne la partie. Donc c'est très très bien fichu comme jeu. J'aime beaucoup vraiment la thématique. Ouais, et les illustrations par Marty Cobb. Vraiment c'est de mes illustrations favorites avec Hiérarchie et Griffonfon. Ouais. Toute la gamme pour l'instant. Et j'ajouterais qu'au final, il n'y en a pas dans la gamme microgame, j'en ai pas vu encore de ce côté un petit peu jeu abstrait, un peu type échec, où il faut anticiper 2-3 tours à l'avance ce que va faire l'adversaire et essayer de contrecarrer les plans au mieux possible en optimisant tout le placement. Je crois que c'est... Alors si, il y avait ce truc là dans l'île des prédateurs, oui, mais c'est en solo. C'était en solo. Là ce qui est cool, c'est qu'on a un petit jeu d'optimisation, mais pour 2. Donc c'est très très cool. Moi, celui-là, on le sort facilement à la pause. Hein. Oui. Vraiment, il marche super bien. Très minimaliste, dans le pur esprit des microgames.
Donc voilà, eh bien merci d'avoir regardé ce focus Eh oui. et on vous dit à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.